Bonjour à tous. Merci de venir et de participer à ce premier grand plateau du Forum économique breton numéro 2. Vous le savez, le thème c'est Tous à la relance. Donc évidemment, on va commencer ce grand plateau sur le thème de la relance et du financement des entreprises, mode d'emploi. Alors comment relancer l'activité économique en Bretagne évidemment, quels sont les nouveaux modes de financement, on va parler critères RSE, on va parler également innovation. Je m'appelle Céline Monsalier et je dirige un site d'infos sur les acteurs engagés qui s'appelle entreprendre.bzh. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et j'ai plaisir d'accueillir pour me rejoindre par ordre alphabétique Marc Brière, président du directoire CMB Arkea. Marc Brière, s'il vous plaît, merci. Derrière Stéphane Bunouf, dirigeant d'Astérios, qui est un cabinet conseil en financement pour les entreprises. Benoît Caron, directeur de la direction grande entreprise de BPGO. Maxence Duchesne de la Banque de France, qui arrive à grands pas. Et Xavier Lébine de Braise-Rebond. Installez-vous tranquillement. On remercie celles et ceux qui restent. On sait que c'est lors de la pause déjeuner, mais on en a pour 45 minutes pour évoquer ensemble ce thème relance et financement des entreprises mode d'emploi. Messieurs, bonjour. Merci d'être ici. Pour certains, vous étiez déjà présents au Forum économique breton. Normalement, les micros fonctionnent. Vous avez besoin de toucher à rien, tout devrait fonctionner. Il y a un an, on était quasiment en se disant, ça y est, la crise sanitaire est derrière nous. Force est de constater que c'est absolument pas le cas. Malheureusement, on parle aujourd'hui de relance et pour parler de relance, il faut savoir un peu quelle est la situation économique aujourd'hui sur le territoire. Je vais directement aller vers vous, Benoît Caron, direction grande entreprise de BPGO. Quel regard vous portez sur la situation économique en Bretagne ? Bonjour à tous, merci de nous accueillir. La situation est plutôt bonne, ça a été dit ce matin déjà par de nombreux intervenants. Juste un rappel, on se souvient tous, je pense, du 16 mars 2020. C'était extrêmement brutal et inattendu. Avec un phénomène de repli immédiat. Je pense que s'il y a un an, on nous avait décrit la situation actuelle telle qu'elle est aujourd'hui, on ne l'aurait certainement pas cru. Donc le propos se veut extrêmement positif sur la situation économique, en particulier en Bretagne. On l'a dit ce matin, la Bretagne s'en sort mieux que les autres régions françaises. C'est le taux de chômage le plus bas, les défaillances sont au plus bas, la création d'entreprises s'est maintenue. La construction s'est aussi maintenue, y compris en 2020, c'est la seule région de France. Donc voilà, les indicateurs sont plutôt verts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, notamment dans certains secteurs. Je pense au tourisme, hôtel-restauration, évidemment, c'est un secteur qui était extrêmement impacté. Ce n'est pas le seul, mais c'est évidemment celui qu'on retient le plus. Et puis pour BPGO, cette année 2020-2021, ça a été l'occasion de soutenir les entreprises. On a distribué 1,6 milliard de PGE. Et autre signe qui permet de relativiser la situation, c'est seulement 7% de nos sociétés clientes qui ont bénéficié d'un PGE. Alors 31% d'entre elles ont eu un report d'échéance de crédit, mais c'est seulement 7%. Et aujourd'hui, 80% d'entre elles vont étaler, donc 20% un peu plus remboursent. Et quand elles étalent, 80% d'entre elles étalent sur 5 ans. Donc ça veut dire qu'elles restent malgré tout prudentes, parce que même si ça va bien aujourd'hui, il faut prévoir l'avenir. Et prévoir l'avenir pour un dirigeant, c'est maintenir sa trésorerie. Donc c'est ce qu'elles font aujourd'hui. Marc Brière, justement, quand on parle de PGE, on dit que c'est une économie sous perfusion. Est-ce qu'il n'y a pas justement ce risque-là ? Parce qu'à un moment, la perfusion, on va s'arrêter. Bonjour à tous. Alors effectivement, tout le monde le sait aujourd'hui, on ne peut que se réjouir qu'il y ait peu de dépôts de bilan, qu'il y ait, ça a été dit ce matin dans la réunion de démarrage, les entreprises tiennent le choc, ils résistent, sont plutôt en bonne santé. Donc tant mieux, mais on le sait, il y a cette perfusion. Et donc voilà, jusqu'à quand ? Donc pour moi, la vraie réponse à ça, c'est de se dire que l'État français a mis en place des solutions uniques. Je pense qu'on peut tous convenir qu'il y a eu une réaction tant par l'intensité, l'importance des moyens déployés, le quoi qu'il en coûte, etc., mais également la rapidité avec laquelle ça est mis en place, avec le soutien des établissements bancaires qui ont fait un travail absolument incroyable également, ça a été dit ce matin. Donc tout ça a fonctionné, mais la question c'est comment on s'en sort de cette perfusion, et je pense que pour s'en sortir bien, il y a deux conditions. C'est ne pas mettre une pression trop forte en termes de délai, c'est-à-dire effectivement
quand il faut étaler sur 5 ans, il faut en étaler sur 5 ans. Et 2, trouver des moyens alternatifs. Parce que par la porte ou par la fenêtre, depuis 1 an et demi, mine de rien, les entreprises qui sont concernées par ces grosses difficultés, certaines ont eu des carnets de commandes en augmentation, donc on oublie, elles n'ont pas eu besoin de PGE, mais celles qui ont eu besoin de se faire soutenir, effectivement, par la porte ou par la fenêtre, il y a de la dette en plus. Et il n'est pas question, je pense que personne sérieusement ne peut imaginer qu'il y ait des abandons de créances, donc la vraie solution, ça passera par d'autres ressources. Parce que ce n'est pas forcément par les cash flows que ces dettes supplémentaires seront remboursées. Donc, laisser du temps et mesurer ça dans la durée, et ça nous va bien, nous, Arkea, puisqu'on est le partenaire du temps long. Et 2, trouver des moyens alternatifs. On en parlera probablement un peu plus tard tout à l'heure, mais il y a des moyens qui permettent d'apporter de la ressource longue, des quasi-fonds propres. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Voilà. Donc, oui. Ces 2 conditions me paraissent absolument indispensables. Je l'évoquais en introduction, évidemment, on va parler des nouveaux modes de financement, ce qu'a provoqué cette crise sanitaire et cette crise économique. On parlait de dette. Xavier Lépine, vous dirigez Braise Rebond, qui est donc un fonds pour aider les entreprises à trouver des financements. Un fonds qui a été créé en janvier 2021. On pourrait croire que c'est un hasard de calendrier. Effectivement, bonjour à tous. Effectivement, ce n'est pas un hasard de calendrier. La création de Braise Rebond anticipe de l'environnement dans lequel nous allons tous évoluer dans les mois qui viennent, qui est la fin du quoi qu'il en coûte, et le basculement dans ce que le ministre de l'économie a appelé le sur-mesure, où finalement la frange de sociétés dont parlait Marc Brière, qui ont profité du PGE, mais qui néanmoins n'ont plus les ressources aujourd'hui pour se redéployer, cette frange-là de sociétés qui sont en pourcentage une petite minorité, mais en nombre, parce qu'on a quand même beaucoup de PME et de grandes entreprises sur le territoire, en nombre sont très importantes, cette frange-là va devoir trouver des ressources pour financer son plan de développement. Et leur plan de développement, il faut bien garder en tête que la crise sanitaire a été accélérateur de certaines tendances. Le télétravail c'en est une, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et l'ensemble de l'écosystème va devoir se moderniser et donc trouver des capitaux pour se moderniser, accélérer la transformation. La transformation numérique en est une, mais il y en a d'autres dans les usines et de façon générale, dans toutes les activités. Il y a des transitions qui vont devoir être accélérées. Et on est aujourd'hui dans un environnement où une frange importante des entreprises du territoire n'auront plus accès aux moyens de financement traditionnels, que ce soit le prêt bancaire parce qu'elles sont très endettées, certains diront trop endettées, ou les fonds propres parce que du fait de leur endettement, les actionnaires n'ont pas forcément envie de remettre de l'argent parce que finalement, d'un point de vue patrimonial, c'est peut-être pas la bonne décision. Donc nous sommes une émergence de l'écosystème pour venir apporter des fonds propres et des quasi-fonds propres dans ce type de configuration de société. Merci. Stéphane Bunouf, justement, vous êtes dirigeant d'Asterios, un cabinet conseil qui accompagne les entreprises dans la recherche de financement. Quand Xavier Lépine parle de transformation, on parle d'entreprises qui s'en sortent bien. Quelles sont celles, justement, qui s'en sortent le mieux? Est-ce que c'est celles qui, comme dit Xavier Lépine, vont vers la transformation? Oui, bonjour à tous. Alors d'abord, on est ravis d'être partenaire pour la première fois du FEB et ravis d'être ici aujourd'hui. Alors effectivement, pour répondre à votre question, qui s'en sort bien aujourd'hui? Alors on pourrait être assez surpris, mais effectivement, sur un panel de clients que nous, on observe de petites entreprises, de moyennes, de très grands groupes, ça se passe plutôt très bien. On observe évidemment que ceux qui s'étaient engagés sur une transformation profonde de leurs activités, numérisation, innovation, évidemment, là on avait des fondamentaux solides, donc ces fondamentaux aidés, il est vrai, des aides publiques pendant la crise ont fait que ça se passe plutôt pas mal. Hein. On a entendu aussi ce matin déjà la Banque de France nous dire que la trésorerie des entreprises est plutôt au plus haut et on l'observe aujourd'hui. Ce qui fait que nous, on a pu mettre en place effectivement le panel de ce qu'on peut proposer aux entreprises en articulant des aides publiques effectivement performantes, aller chercher des fonds privés et les banques qui ont joué leur rôle effectivement, je trouve aussi assez bien pendant la crise. Et puis de nouveaux modes de financement qui émergent avec les plateformes de financement participatif sur lesquels on essaye de dire aussi à tous, et je pense que ça c'est le deuxième point important au-delà de l'innovation et de la transformation, s'en sortent aussi très bien celles qui ont un plan de financement équilibré. Marc l'a évoqué aussi tout à l'heure et vous venez de l'évoquer également. Il faut effectivement avoir une visibilité et il faut savoir anticiper entre ces fonds propres, les quasi-fonds propres, la dette et tout ce qu'on va pouvoir mobiliser comme financement public et autres. Et puis il faut pouvoir les solliciter au bon moment. Un point important, je pense, c'est que des financements alternatifs comme ceux sur lesquels on va revenir dans quelques instants, le crowdfunding par exemple, je vais vous donner un exemple et une anecdote. Il y a 2-3 ans, quand on levait des fonds sur notre plateforme, c'était en général des 50 à 100 000 euros pour compléter un plan financement d'une start-up.
on va boucler cette semaine une opération à 2,5 millions. Et donc ça montre à la fois la croissance de ces financements alternatifs et le fait qu'ils deviennent une composante importante d'un plan de financement. Donc les entreprises qui ont bien compris cet équilibre nouveau et ces possibilités nouvelles, je pense, sont armées pour passer les phases de crise. Et puis surtout, j'ai envie de dire maintenant, on va parler de croissance et pas seulement de gestion de la crise. Justement, Maxence Duchesne, vous êtes de la Banque de France. On a dit que la Bretagne était résiliente. Vous avez un regard, je dirais, global, général, en étant de la Banque de France. Comment est-ce que vous expliquez cette résilience des entreprises? Est-ce que c'est justement des entreprises qui ont l'habitude d'avoir un financement plutôt justement équilibré et qui n'est pas forcément facilement mis en danger? Attendez, je vais voir. Je me permets. Merci. Bon, tout d'abord, bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Je crois que j'interviens un petit peu en synthèse. Je pense que je ne vais faire que répéter ce qui a été dit à très juste titre, à la fois par les acteurs traditionnels, à la fois par des fonds, par des plateformes participatives. Aujourd'hui, ça a été dit ce matin, on s'en sort mieux en Bretagne qu'ailleurs. Et ça, je pense que c'est la conclusion. On est passé de 2020 de politique de soutien à 2021, à, je dirais, une politique de relance. On relance la machine. Aujourd'hui, l'éclairage que peut faire la Banque de France, en 2020, c'est qu'on a eu, et ça je pense que tout le monde le salue, un maximum d'entreprises qui ont pu être aidées massivement et rapidement. Je vais donner un exemple. Il y a eu 700 millions d'euros de fonds de solidarité en Bretagne. Donc ça équivaut à un soutien de 80 000 entreprises. Je dirais aussi, ce qu'on s'aperçoit nous au niveau de la Banque de France, et ça a été dit, c'est que les bilans 2020, ils ne sont pas si catastrophiques que ça. On s'aperçoit qu'on maintient les cotations Banque de France à travers le cycle, on a peu de dégradation, et surtout, ce qu'il faut le dire, c'est que les banques ont été au rendez-vous. Les banques ont été présentes au plus près, avec leurs clients, elles ont aidé à trouver des solutions. La deuxième chose, c'est que je le disais, les entreprises bretonnes, elles ont démontré leur résilience avant la crise, pendant la crise et en sortie de crise. Donc je pense que ça a été dit ce matin dans les informations qui ont été communiquées sur la conjoncture. Pourquoi? Parce qu'il y a de la trésorerie, effectivement, qui peut servir pour rembourser le PGE qui majoritairement va être amorti. Il y a des carnets de commandes importants et il y a de la visibilité. Alors, bien sûr, pour la plupart des secteurs, hors hôtellerie, événementiel, formation et culture. Et puis surtout, on a des banques qui sont en bonne santé. Et ça, c'est important de le rappeler parce que les banques, c'est la courroie essentielle de transmission pour le financement de l'économie. Le point important, et c'est pour ça qu'on intervient et qu'on est ravis d'être à cette table ronde, c'est effectivement l'action clé des banques centrales. Effectivement, il y a eu un bon couplage entre la politique monétaire, effectivement, il y a un soutien des banques centrales sur les rachats d'actifs, sur le maintien dans un environnement de taux bas, et puis il y a une bonne politique budgétaire. Il y a eu des mesures de soutien, le programme de relance, et ça c'est important de le rappeler qu'il y a eu un véritable pont de financement pour le financement des PME, pour préserver ce que beaucoup de chefs d'entreprise nous ont redit dans les enquêtes de conjoncture, c'est préserver les emplois et les compétences. Comme le disait Hervé Mattei ce matin, il n'y aura pas de risque de dérapage de l'inflation en Europe. Juste pour un rappel, elle est contenue, 2,2% en juillet, et l'inflation en 2023, elle sera d'1,4%. Il n'y a pas de dossier de médiation du crédit. On en a eu 700 dossiers en Bretagne, 10 000 sur le plan national. On n'en a pas en 2021. On a peu de défaillances d'entreprises. Je pense qu'il faut rappeler la petite statistique, c'est moins 40% par rapport à 2019. Et puis, on voit aujourd'hui que les pouvoirs publics, ce qu'ils souhaitent mettre en place, c'est un arrêt très très progressif des mesures de soutien et vraiment d'arrêter très progressivement le quoi qu'il en coûte et de cibler au mieux les entreprises en difficulté. Donc aujourd'hui, si je devais résumer, on a une reprise économique en Bretagne qui est plus dynamique que dans les autres régions françaises. On a des maintiens des investissements de haut niveau. Et aujourd'hui, ce qu'il va falloir regarder, c'est en 2021, c'est les 6 à 7% d'entreprises qui doivent faire l'objet d'un suivi attentif, notamment dans l'hôtellerie, la restauration, et qui pourraient faire l'objet de difficultés lors de la levée des mesures d'accompagnement.
Merci beaucoup. Ah, ça fonctionne, on a bien fait d'échanger de micro. On parlait justement d'entreprises résilientes en Bretagne, des entreprises qui se transforment. Je me tourne vers vous, Marc Brière, en tant que président du directoire CMB Arkea. Vous m'avez dit, quand on a échangé ensemble pour préparer cette table ronde, de toute façon, ce qui a fonctionné maintenant, c'est qu'il faut aller vers la transition écologique, la transition énergétique. C'est ça qui est l'avenir. Oui, je préside le directoire d'Arkea Capital, je précise, structure de capital investissement du groupe. Mais effectivement, les entreprises, moi j'ai cette conviction très forte, hein, les entreprises qui aujourd'hui veulent être encore conquérantes et en bonne santé dans 10 ans, seront nécessairement celles qui ont engagé ces fameuses transitions environnementales, sociétales qu'on évoque depuis ce matin et qui sont certes peut-être un peu rabâchées dans l'actualité, c'est très à la mode, mais c'est vraiment la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cette conviction et on accompagne des entreprises. Arkea Capital a été au capital de plus de 500 entreprises depuis 40 ans. Aujourd'hui, celles qui seront encore des locomotives dans les années qui viennent seront celles qui auront vraiment engagé ces transitions. Donc, moi, je crois vraiment en ces transformations et en tant qu'investisseur financier, on a une responsabilité, un rôle pour être aux côtés des dirigeants, pour les accompagner, les challenger et faire en sorte que cette feuille de route, entre guillemets ESG, qui est si fondamentale et qui est vitale même pour les entreprises, soit vraiment, et je sais que la plupart des dirigeants ne nous attendent pas, ils n'ont pas besoin qu'on leur souffle l'idée, mais le fait qu'ensemble, on se demande comment on va y arriver, comment on revoit progressivement, il ne s'agit pas de tout basculer d'un jour à l'autre dans un monde nouveau, mais en tout cas, comment ensemble on prend les orientations, je crois qu'effectivement, c'est la solution. C'est la seule solution. Mais vous parlez, Céline, d'entreprise résiliente. Moi, je voudrais quand même juste dire un mot sur ce qu'on se dit, c'est que la Bretagne va bien aujourd'hui. Et on est ravis de pouvoir... il ne s'agit pas de se faire un satisfecit ou une gloriole, mais il n'y a pas de fierté mal placée, mais en tout cas, plutôt une satisfaction de se dire la Bretagne a des entreprises en bonne santé, globalement, et qui sont en capacité d'appréhender des nouveaux projets en sortie de crise. Je crois qu'il ne faut quand même pas oublier, et on est à Saint-Malo aujourd'hui, qu'il y a des entrepreneurs extraordinaires en Bretagne. Quand on parle d'un beau manoir qui est l'un des leaders maintenant dans la distribution textile au plan français et européen, qui est en conquête permanente, quand on parle d'une entreprise qui est peut-être moins connue, mais qui est aussi malouine, qui est Ipred, qui s'appelle dorénavant Carcia, qui est entre guillemets, excusez-moi le terme anglais, mais un spin-off, donc une cession de roulier de son pôle de produits de traitement agricole et agroalimentaire, de sécurité, voilà, avec le problème sanitaire, effectivement, les a mis encore plus dans l'actualité. C'est une entreprise dont le siège est à Saint-Malo, ou à côté, et qui est en conquête permanente, qui fait des acquisitions dans toute l'Europe et dans le monde entier, et qui devient un leader mondial. Des locomotives comme ça, en Bretagne, on peut parler d'Armor Luxe, qui fait un nouvel entrepôt de 18 000 m² à Quimper. On peut parler de Piriou, qui a annoncé ce matin, dont on est très fiers d'être au capital, mais 10 millions d'investissements sur Brest, Concarneau, Lorient. Hier, c'était M. Kiburel qui rachetait son distributeur italien, je crois. Enfin voilà, on a sans arrêt des annonces ces jours-ci de champions bretons qui vont de l'avant par des projets de conquête. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui fait que ces entreprises ont été résilientes, effectivement, et qu'elles s'en sortent peut-être mieux que les autres? Je crois qu'il y a des conditions qui sont assez simples, c'est les hommes, les hommes, les hommes. Donc effectivement, la qualité du projet humain, la qualité de la structuration managériale, du top management de l'entreprise. Alors évidemment, la structuration financière, mais avant tout les hommes et avant tout la clarté et la cohérence du modèle économique. Donc clairement, on a probablement des entrepreneurs bretons qui ont des visions et qui sont probablement des gens qui méritent d'être accompagnés, en tout cas, on en est convaincus. Justement, des hommes et des femmes, je me permets de rajouter femmes, évidemment, qui entreprennent. Évidemment. Et c'est justement votre rôle, Benoît Caron, chez BPGO, c'est d'accompagner ces entreprises. Alors, pour juste continuer un petit peu sur les transitions, les accompagner aussi là-dedans avec, on le sait très bien, vous avez fait cet engagement de pouvoir proposer des taux préférentiels pour les entreprises qui s'engagent sur des critères RSE. Alors effectivement, il y a une vraie tendance, comme le disait Marc à l'instant, qui n'est pas nouvelle, hein, mais en tout cas d'aller chercher des entreprises qui sont vertueuses sur le plan sociétal, sur le plan environnemental, dans le management, et c'est ça qui les rend résilientes, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de difficultés de recrutement, si vous avez un projet d'entreprise qui porte et qui parle à des candidats à l'emploi, à l'embauche, vous parlez sur un autre sujet, vous allez leur raconter une autre histoire. Et ces projets-là sont des projets qui se développent de plus en plus
qui sont structurés, qui sont suivis, et qui, dès lors qu'ils sont suivis, font l'objet d'indicateurs. Et on est capable maintenant, dans nos crédits bancaires, de prendre en compte la qualité de ces projets et de les valoriser et d'indexer une partie de la marge sur les taux sur la réalisation d'objectifs à moyen terme que les entreprises se fixent en matière de responsabilité sociale, environnementale. Et ça a démarré il y a quelques années sur les très grandes entreprises. Et comme très souvent dans la finance, ça démarre par les grandes entreprises, ça vient sur les ETI, ça se développe sur les plus petites entreprises. C'est ce qu'on vit en ce moment. Et la crise a été un accélérateur de ce phénomène parce que les dirigeants ont pris conscience, pour ceux qui hésitaient encore, que de toute façon, ça faisait partie de leur capacité de rebond, de la résilience, de leur mobilité. Si on veut être performant demain, il faut être mobile, agile, et il faut être responsable. Donc ça, on est capable de le prendre de plus en plus en compte, et c'est plutôt positif. Je pense que demain, ça va devenir une norme. J'ajoute, si je peux me permettre simplement, Je vous en prie. par rapport à ce que tu dis, la question du recrutement. Enfin, on en parle sans arrêt. Quand tu dis il faut donner du sens, il faut que la promesse du chef d'entreprise et la marque employeur, entre guillemets, intègre cette capacité à donner du sens. C'est tellement compliqué de recruter aujourd'hui. Donc les jeunes recrues ou les recrues d'un âge plus avancé, quel que soit l'âge, seront sélectives entre les employeurs potentiels, entre celles qui ont su bâtir un projet de transformation environnementale et sociétale, ceux qui ont des valeurs, et celles qui n'ont pas encore fait ce mouvement-là. Et celles-ci seront probablement moins en capacité de recruter. Donc c'est pas seulement parce que c'est nécessaire pour la planète et pour la société, c'est aussi parce que c'est économiquement et opérationnellement vital pour pouvoir recruter. C'est aussi ça, tout bêtement. Et on en parlera justement de recrutement, une table ronde cet après-midi que j'aurai le plaisir d'animer sur comment employer autrement. Et évidemment, on parlera des difficultés de recrutement et quelles sont les valeurs à mettre en place pour les entreprises pour pouvoir attirer de jeunes ou de moins jeunes talents. Quand on parle d'hommes et de valeurs, chez Braise Rebond, vous faites le choix d'accompagner les entreprises. Ça fait partie, ces deux critères-là sont essentiels justement pour savoir comment les aider dans le développement de leur entreprise. Oui, absolument. Je vais rejoindre ce qui a été dit. Un des axes fondamentaux, ce sont les hommes et les femmes qui portent l'entreprise. Et à la fin d'un investissement, c'est le pari qu'on prend, c'est leur capacité à mener un changement et à mener leur entreprise vers un axe d'amélioration. On inclut dans notre analyse également des critères RSE. Donc, alors nous, on va pas forcément chercher à financer les meilleurs élèves. Nous, on est en fait assez intéressés par aider les cancres à devenir meilleurs, à condition qu'ils en aient conscience et qu'ils veulent y mettre la bonne volonté. Donc, on cherche à financer des entreprises qui ont des projets, parce que nous, notre ADN, c'est de financer des projets de rebond, de relance, qui sont portés par des équipes de management et dont une partie de la transformation vise à des améliorations sociétales. Je dis une partie parce qu'il y a nécessairement des améliorations économiques. Et le premier objectif d'une entreprise, c'est d'être compétitif pour être pérenne. Et donc nous, on est dans un monde de sociétés qui sont parfois en difficulté ou en grande difficulté. Donc le premier critère, c'est de s'assurer de la pérennité et de la survie de la société en question de l'entreprise, à condition que son modèle économique soit pérenne. Mais en deuxième lieu, notre objectif est de profiter du plan d'investissement et le plan de transformation qui va être porté par les équipes pour mettre en place des transformations qui sont en ligne avec les objectifs RSE qu'on peut se fixer. Alors nous, en pratique, on fait une analyse multicritère qu'on a développée en interne et on va essayer de se donner une ou deux actions structurantes. On va dire, voilà, on va essayer de se porter sur tel ou tel projet qui va être impactant pour faire progresser cette société, parce qu'on ne peut pas se battre sur tous les fronts. Alors si on a des très bons élèves, tant mieux, et on va essayer d'améliorer. Mais en général, si on a une entreprise qui est déficiente sur tel ou tel critère, on va essayer de pousser les feux sur un ou deux critères pour avoir un impact, pour que dans 2-3 ans, l'entreprise en question ait vraiment franchi un cap sur ces sujets qui sont fondamentaux à moyen terme pour leur survie et aussi à court terme, même pour des questions de recrutement dont on a parlé. Maxence Duchesne de la Banque de France, qu'est-ce qu'est selon vous une entreprise résiliente? Quels sont les critères justement pour que cette entreprise soit résiliente et s'en sorte? Alors, je pense que la Banque de France ne détient pas la définition de la résilience, parce que la résilience est un mot qui est à la mode, mais je pense qu'il s'applique aux entreprises bretonnes. Juste pour donner un contexte, on cote 17 000 entreprises en Bretagne, on fait 2000 entretiens de cotation par an, donc on a pu en voir des entrepreneurs. Je pense que ce qui a été dit par M. Brière, c'est le capital humain, c'est les hommes.
c'est les hommes qui se sont dépassés en 2020, c'est les dirigeants qui ont pris des responsabilités, qui ont pris des risques. Et aujourd'hui, je pense qu'avant crise, il y avait des mots-clés. Il y avait typiquement une gouvernance stable, de long terme, qui permettait d'aider une entreprise à être résiliente. Il y avait la capacité de l'entreprise à s'adapter, à adapter son modèle d'activité. Je pense qu'aujourd'hui, après Covid, après crise, il y a 3 défis qui ont été dits ce matin pour les entreprises qui leur permettront d'être résilientes. Le premier, c'est les difficultés d'approvisionnement, mais surtout la flambée des prix des matières premières. C'est vrai qu'elles ont poussé plus haut l'inflation. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, elles ont poussé l'inflation à court terme. On pense qu'elles vont être temporaires, mais ça va être un vrai suivi. C'est une vraie inquiétude pour les dirigeants de ne pas avoir la visibilité à long terme sur cet aspect-là, sur les délais d'approvisionnement, typiquement sur l'acier, sur des choses comme ça. Le deuxième point, et ça c'est une difficulté plus structurelle, qui existait avant la crise, qui se maintient, c'est les difficultés de recrutement. Les difficultés de recrutement, les entreprises bretonnes nous l'ont dit dans les enquêtes de conjoncture, elles expriment un besoin de recrutement important. Il y a de l'emploi, il y a des besoins, et aujourd'hui, je crois que ça a été dit ce matin, il y a un problème d'offre, plus que de demande. C'est-à-dire que les entreprises, parfois, ont des commandes remplies, mais elles ne peuvent pas les honorer parce qu'elles n'ont pas les bons effectifs. Aujourd'hui, on voit que 48% des entreprises sont à la peine en sortie de crise, alors que ce n'était pas du tout un des risques qui avait été envisagé à la sortie du Covid. On voit aujourd'hui qu'il y a un problème, comme je le disais, de formation, il y a un problème aussi d'attractivité. On l'a dit ce matin, je crois, d'attractivité des jeunes, les jeunes dans l'entreprise, et ça va être très important. Il y a les modes de fonctionnement en entreprise, le télétravail, le retour sur site. Donc ça, c'est des choses que vont devoir appréhender les dirigeants et pour leur permettre d'être résilients. Et puis, il y a un dernier défi, et celui-là, il est très important. Je dirais c'est un double défi. Il y a un défi plus ou moins à long terme, c'est le défi écologique, la transition écologique, qui est très important, où les entreprises doivent changer leur modèle d'activité. Ça va pénaliser leur marge, ça va pénaliser parfois leur rentabilité à court terme, pour s'adapter. Mais il y a surtout un défi numérique de court terme, et ça, les entreprises nous l'ont dit dans les entretiens de cotation, c'est le risque de cyberattaque. Le risque de cyberattaque, il a parfois été sous-estimé. Les entreprises n'ont pas toujours les clés pour investir correctement, et aujourd'hui, c'est une menace forte et à court terme. Donc je dirais aujourd'hui, c'est tout ça qui fait une entreprise résiliente, mais avant tout, c'est les hommes qui composent l'entreprise. Et on citait des exemples, mais il y a beaucoup d'entreprises. Moi, un exemple très concret, j'ai eu une entreprise la semaine dernière qui investit, qui s'endette à hauteur de 100% de son chiffre d'affaires. Ça, c'est une prise de risque pour les années à venir. Et je la cite, c'est Bretagne Chimie Fine Life Science, dans le Morbihan. Et voilà, donc c'est des entrepreneurs comme ça qui se dépassent pour être résilients demain. Justement, Stéphane Bunou, chez Asterios, vous accompagnez les entreprises vers la croissance, vers le développement. Quand vous entendez ce que dit Maxence Duchesne, vous êtes d'accord avec l'analyse qu'il fait des entreprises en Bretagne ? Oui, on peut reprendre effectivement plein de choses qui ont été dites sur l'importance des hommes. Alors nous, on aime bien effectivement placer les hommes complètement au cœur de ce qu'on va faire parce que il y a plusieurs perspectives à ça. On a déjà parlé de la qualité des entrepreneurs, elle est évidemment complètement nécessaire à la croissance de leurs propres entreprises. Le développement de leur chiffre d'affaires, d'ailleurs, avant le financement qu'on va aller amener, est la condition, à mon sens, principale de résilience, évidemment, des structures. Quand on va ensuite pousser un peu plus loin et qu'on regarde vers les nouveaux modes de financement, on observe quand même un phénomène qui est intéressant, c'est que quand on va chercher du financement public, on a fait des statistiques, l'idée c'était de ramener ces financements publics qui sont très performants en France à destination des entreprises, notamment du territoire. Ça a bien fonctionné. On mesure parfois plus ou moins clairement l'impact que ça a en termes d'emploi. C'est plus intéressant d'aller regarder ce qui se passe du côté du financement participatif, par exemple. Nous, on observe depuis 5 ans, alors on n'a pas financé encore des milliers d'entreprises, on est sur quelques dizaines pour l'instant, mais on observe quand même une tendance intéressante. Par tranche de 30 à 35 000 euros qu'on va collecter sur la plateforme, c'est un emploi créé, parce que les entreprises sont en croissance et que quasiment l'intégralité des fonds qui sont collectés via la plateforme vont être à destination de ces emplois. Et du coup, ça place les hommes doublement au centre du phénomène, puisqu'on a effectivement la destination de ces fonds qui sont des entreprises en croissance, donc pilotées forcément par des équipes hommes et femmes extraordinaires, mais on a aussi ceux qui placent de l'argent.
Et là, on regarde deux phénomènes importants et intéressants. D'abord, vous le savez, on en a encore parlé, c'était le sujet d'actualité de la rentrée d'hier, c'était les mouvements importants qu'il y a eu d'épargne des Français, dont on sait aujourd'hui où ils sont. Hein. Ils sont effectivement sur des livrets A, ils sont sur de l'assurance vie, ils sont sur tout un tas de placements. Mais aujourd'hui, on essaye, nous, de les diriger pour partie très directement vers l'économie réelle. Et là, on place forcément les hommes aussi en tant que citoyens épargnants et les entreprises en tant que j'ai de la trésorerie, qu'est-ce que j'en fais, au centre du phénomène. Et on leur propose de dire deux choses importantes. D'abord, il y a un truc que Maurice Bourigeaud a dit ce matin que je trouve très intéressant, c'est de dire on va replacer les hommes aussi au centre des décisions que les uns et les autres vont prendre. Quand effectivement des gens viennent placer des montants directement sur une entreprise via une plateforme comme la nôtre, eh bien effectivement il y a un acte citoyen de choisir soit un projet de son territoire, soit une thématique qui va l'intéresser, sur lequel il a envie de dire moi je viens effectivement pousser en avant. Alors après il n'y a pas de surprise, on va reprendre les thématiques qu'on a évoquées ici, les thématiques de la santé. Par exemple, on finance en ce moment des projets qui sont utiles dans la recherche contre le cancer, évidemment des projets environnementaux, on en a parlé, des projets qui ont du sens, des projets sociétaux. Et donc là l'idée c'est de dire une partie de cette épargne en tant que citoyen, je vais pouvoir la mobiliser via une plateforme. Et puis ce qui est intéressant, c'est de proposer différentes sources. Donc soit j'investis, soit je prête et je vais récupérer assez rapidement mon argent. Donc c'est tout nouveau, hein, les gens découvrent ces phénomènes. Et puis les chefs d'entreprise qui ont de la trésorerie se disent, eh bien, je vais rendre au territoire ce que le territoire m'a donné, et puis je vais participer. Et là j'aime beaucoup l'idée de Marc sur les locomotives, effectivement. On sait que des régions du globe qui ont bien fonctionné en termes de croissance il y a quelques années étaient aussi composées de locomotives qui ont entraîné dans leur sillage un certain nombre d'entreprises. Eh bien on observe ce phénomène en Bretagne, mais plus généralement en France aujourd'hui. Les entrepreneurs jouent le rôle d'aller créer des partenariats, d'abord de créer des possibilités de chiffre d'affaires et d'échanges commerciaux avec des entreprises, mais ils vont aussi placer de la trésorerie, prêter. C'est une activité nouvelle parce que depuis quelques années, ils connaissent le placement par le biais de fonds qu'ils gèrent eux-mêmes ou pas. Mais là, très directement, ils vont avoir des actes citoyens de se dire je suis un grand groupe, et on a pas mal de grands groupes bretons effectivement qui se sont inscrits chez nous et qui vont dire là, je place directement de l'argent dans telle entreprise, je lui prête de l'argent et je vais participer à ce mouvement de croissance. Et puis, dernière idée que j'aime bien aussi mettre au centre de ce sujet, on a parlé de croissance. Et il y a un truc qui est important, c'est que historiquement, qu'est-ce qui se passe économiquement depuis la révolution industrielle et peut-être même un peu avant? Quand vous avez des grandes phases de croissance et des grands projets, des phases de transformation, en fait, vous avez les très grands acteurs du financement qui sont mobilisés effectivement pour financer ces croissances. Donc on a un cercle comme ça, mais le commun des mortels, le citoyen, la petite entreprise n'a pas accès effectivement à ces projets un peu périlleux ou dont ils n'ont pas connaissance. Là, on leur propose directement de dire on ne va pas financer des projets qui sont en difficulté, on va financer des projets qui sont en croissance. Comme ils vont annoncer des croissances souvent à 2 chiffres, à 3 chiffres, à 4 chiffres, hein, il y a des projets assez fantastiques, bretons effectivement et ailleurs, mais en Bretagne on a un vivier effectivement super intéressant de ce type de projet, eh bien on va partager cette croissance. On est parfois sur des activités sur lesquelles l'EBITDA il n'est pas sur un ratio énorme par rapport au compte de résultat. On a des entreprises qui sont en très bonne santé mais avec des rentabilités qui ne sont pas extraordinaires. Elles vont venir chercher de la rentabilité au travers de ce placement en sponsorisant quelque part d'autres entreprises qui sont sur des nouveaux sujets. Donc on replace effectivement complètement et les hommes et la décision du chef d'entreprise ou du citoyen au cœur de la finance. Et je trouve que quelque part, quand on parle de financer l'économie réelle, c'est précisément ça. Chez Arkea, justement, Arkea Capital, Marc Briard, c'est exactement le chemin que vous voulez prendre en parlant de nouveaux modes de financement citoyen, financement, pourquoi pas par des entreprises qui rentreraient au capital d'autres entreprises sur le territoire. Alors, l'univers des possibles est gigantesque par rapport à ça. En fait, on part d'une situation où, à travers des outils comme la plateforme de Stéphane, effectivement, le tout un chacun peut investir directement dans une autre entreprise. Nous, notre conviction, c'est que, on le sait, en France, on a une petite aversion au risque quand même, de la part des épargnants de manière générale. Et les Français, ils placent en assurance vie. C'est la particularité française. Il y a énormément d'argent en assurance vie. Et il y en a encore plus, puisqu'on le sait bien, les Français ont moins dépensé depuis 1 an et demi, donc du coup ils ont continué à épargner encore plus, et les encours se portent plutôt bien. Nous, notre volonté, en tant que... Qu'est-ce que c'est qu'un groupe bancaire? Finalement, c'est quelqu'un qui met en contact des gens qui ont de l'argent avec des gens qui en ont moins et qui ont besoin d'en emprunter. C'est les racines même du mutualisme breton, hein, quelles que soient les obédiences, mais en tout cas, c'était vraiment de là que c'est parti. Et nous, aujourd'hui, notre rôle, on le conçoit comme étant... On a un savoir-faire de bâtir depuis 40 ans
des solutions pour accompagner en fonds propres les entrepreneurs en leur apportant les ressources sur mesure dont ils ont besoin pour financer leur plan de croissance. Sauf qu'aujourd'hui, c'est Arkea sur son compte propre qui a toujours fait ça, comme beaucoup de banques le font. Hein. On ne s'arroge pas l'exclusivité de pouvoir le faire. On le fait beaucoup plus que la moyenne, mais on est beaucoup à le faire. Toujours est-il que ça, c'est une manière de redistribuer de l'investissement sur les fonds propres. L'autre façon de le faire, c'est de considérer que Monsieur Le Gall, qui habite à Plougastel d'Aoulas, il a peut-être envie de savoir que dans son assurance vie, il y a 5% qui seront aussi dans les entreprises du Finistère, de Bretagne, etc. Donc on a créé un fonds qui s'appelle Braise Ma Bro, voilà, Bretagne mon pays, pour les non-bretons, premier mot de l'hymne breton. Et ce fonds est accessible à partir de 5 000 €. Alors c'est alternatif, c'est une autre solution que la plateforme participative, c'est dans l'assurance vie. Et ça permet à des épargnants qui ont quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros, mais même 5 000 €, d'avoir un fonds, de l'argent qui rapportera beaucoup plus que le livret A, plutôt entre 8 et 10% dans ces eaux-là, et qui permettra surtout de créer des emplois en proximité, en Bretagne. Et nous, on se dit que c'est probablement une des solutions d'avenir, puisqu'il y a un réservoir gigantesque d'épargne non affectée vers les entreprises et qui peut bénéficier à accompagner vraiment les besoins des entreprises. Donc ça c'est quelque chose qui est, je pense, novateur. La loi Pacte a rendu possible le fait d'insérer dans les contrats d'assurance vie des produits de ce type. On en a pris le parti, nous, de nous engouffrer dans cette opportunité. Et on n'est qu'au début de cette aventure, donc on a vraiment cette conviction. Puis il y a un autre mécanisme que je peux citer aussi, c'est les obligations relance qui ont été finalisées avec les pouvoirs publics, qui sont bientôt sur la table et là qui permettront d'apporter des quasi-fonds propres aussi à des entreprises plutôt en bonne santé, mais qui continueront du coup à mener des projets de développement. Voilà. Mais en tout cas, j'insiste, le grand public peut maintenant investir par des outils comme le nôtre directement dans les entreprises et je pense que ça va changer un peu le paradigme, effectivement. Et on a vu effectivement, on a des exemples concrets en Bretagne qui ont fonctionné alors avec un autre principe de financement participatif, mais où le citoyen, quand on sait entre guillemets à côté de chez lui et que ça a du sens, généralement effectivement prêt à participer sur différents projets. Chez BPGO, Benoît Caron, vous avez justement pour ambition d'accompagner des projets, de la transformation. Je dirais, dès le départ, vous êtes là pour accompagner l'entreprise. On parle notamment, vous accompagnez beaucoup sur l'hydrogène, si on parle d'énergie renouvelable. C'est vraiment ça l'objectif, d'accompagner très en amont de façon à pouvoir justement avoir un financement solide. Alors, il faut effectivement être systématiquement en amont, et c'est la qualité du dialogue du chef d'entreprise avec ses partenaires financiers. Et l'échange d'aujourd'hui, il montre bien une chose, c'est que financer son entreprise ne trouve pas systématiquement une solution avec sa banque. Alors, évidemment, les banques sont les principaux acteurs, mais ce que démontre cette crise, et je pense que c'est une formidable opportunité, c'est qu'à nouveau, on est en capacité de parler de sujets de fonds propres, par exemple. C'était des sujets sur lesquels il était assez difficile d'échanger avec les dirigeants avant la crise. La crise a mis en lumière qu'une entreprise résiliente est une entreprise qui a suffisamment de fonds propres, qui a accumulé des résultats et des réserves, ou qui a des partenaires financiers solides pour l'accompagner dans la durée. Ça, je pense que c'est potentiellement une révolution française qui est en marche. Et il faut vraiment que nous, acteurs financiers, on puisse capitaliser là-dessus. Donc ça, c'est ça le premier niveau d'anticipation. Puis chaque acteur a sa place, a son rôle. Et c'est vrai que même une banque, elle est là aussi pour accompagner des entreprises en création. Elle est là aussi pour accompagner des dépenses, par exemple, d'immatériel, de R&D. Chez BPGO, on est capable de le faire avec le soutien du FEI en contre-garantie, avec un produit qui s'appelle Innover+. Ce sont des choses qui sont assez récentes, pas complètement nouvelles, mais qui existent depuis quelques années, qui vont avoir tendance à se développer. Là encore, pour passer un message, c'est qu'il faut que tous, on soit mobiles. Nous, dans notre profession, les chefs d'entreprise dans leur business, se développer, investir, innover, et puis suivre, comme vous le disiez, les acteurs, les secteurs en transformation. On voit par exemple que dans le domaine énergétique, il y a énormément à faire. Les projets hydrogène poussent très fort. Et chez Autochtone, donc la banque d'affaires de Banque Populaire Grand Ouest, on travaille beaucoup en amont sur ces projets-là, qui aujourd'hui sont financés en phase d'amorçage essentiellement par des fonds propres, mais on travaille très en amont pour être en capacité d'être un vrai partenaire sur le plan bancaire, avec des réflexes de banquier, donc générer de la trésorerie issue de l'exploitation pour être en capacité de rembourser sa dette, c'est aussi simple que ça, mais
Là encore, quand on est très en amont sur des business models qui se cherchent, qui ne sont pas complètement sécurisés, il faut qu'on soit là pour accompagner ces mouvements, qu'on s'approprie les technologies. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, cette période, elle est passionnante. Alors justement, Xavier Lépine, quand on est à la tête de Brest Rebond, de savoir que tout est maintenant possible, qu'on peut aller chercher des financements un peu partout pour des entreprises en difficulté, c'est rassurant? Oui, en fait, il faut bien comprendre que dans le monde de la finance actuelle, et vous avez vu à travers les différents intervenants, chacun intervient en prenant une typologie de risque, que ce soit une société de croissance, que ce soit une société établie à laquelle on prête, qui a des plans de transformation dans des nouvelles énergies qui sont connus, maîtrisés, qui a des plans d'affaires qu'on peut auditer facilement. Et en complément de tout ça, il y a des sociétés, et c'est notre créneau chez Brest Rebond, qui ne rentrent pas dans ces cases-là, car le risque perçu par l'ensemble des autres intervenants ne colle pas avec le profil de risque qu'ils sont habitués à financer. Ce n'est pas du tout une question de valeur, c'est une question d'adéquation du risque, parce qu'in fine, il y a des épargnants, et donc est-ce que l'argent de l'épargnant qui m'a été confié, est-ce que cet argent est destiné à couvrir ce type de risque? Et donc nous, Brest Rebond, on se positionne sur des risques qui sont très particuliers, qui ne sont pas adressés par les autres intervenants du marché, et notre façon de procéder par suite est très particulière. Nous sommes un mix de gens qui venons de la finance et du monde de l'entreprise, et nous passons du temps dans les entreprises pour comprendre les projets, mais de l'intérieur. Et on passe du temps très important pour vraiment comprendre les projets structurants des entreprises. C'est du temps que nous consacrent les équipes de direction des sociétés, que d'autres financeurs n'auraient pas le temps de passer, parce qu'ils ont une approche beaucoup plus de portefeuille. Nous, on a une approche très concentrée sur quelques sociétés. Donc on a cette culture du risque qui est différente et qui est complémentaire de ce qui existe aujourd'hui. C'est un petit peu l'évolution de la finance aujourd'hui, où les risques se segmentent et chacun prend sa part de risque, que ce soit le capital croissance dont on a parlé, ou des financements de transformation énergétique, ou comme nous, des sociétés qui ne rentrent pas vraiment dans ces cases-là et qui cherchent des capitaux pour se relancer. On a parlé des besoins de fonds propres. Effectivement, nous, on apporte des fonds propres, des quasi-fonds propres, parce que ça va être le sujet important. On a parlé du sur-mesure, des prêts participatifs. Ça va être le sujet important des 12-18 mois prochains, de renforcer les structures de capital des entreprises du territoire pour qu'elles puissent se relancer et financer leur plan de développement. Merci beaucoup. On est déjà un tout petit peu en retard. Un dernier mot en amont, Maxence Duchesne, le regard que justement la Banque de France porte sur ces nouveaux modes de financement, sur toute cette offre qui est maintenant disponible pour les entreprises. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les nouvelles solutions de financement sont en plein essor. Tous les acteurs s'adaptent, les banquiers traditionnels, les nouvelles plateformes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un vrai besoin. Il y a un besoin, pourquoi? Parce qu'on l'a vu, l'épargne des Français, elle a augmenté considérablement. On parle d'un stock de 160 milliards. Donc c'est un levier intéressant pour financer les entreprises. Aujourd'hui, le recours aux prêts bancaires, c'est vrai que ça reste une source essentielle du financement des PME, mais c'est important pour les entrepreneurs, et c'est la vision de la Banque de France, que les entrepreneurs diversifient leur mode de financement. Chaque acteur a ses contraintes, on parlait de risques, mais a aussi son expertise, a aussi son expertise sur mesure pour aider une entreprise. On parlait en fonds propres, en dette, donc ça c'est important à rappeler. La Banque de France aussi s'adapte. L'année prochaine, nous lançons effectivement une nouvelle échelle de cotation qui va faire intervenir beaucoup plus d'aspects qualitatifs, aspects RSE, digitaux. On a une cotation spécifique pour les startups. On lance des expérimentations sur la cotation extra-financière. Donc, tous les acteurs s'adaptent pour répondre au mieux, financer les entreprises et puis répondre aussi aux besoins des ménages qui demandent d'investir investir au plus près des territoires, qu'investir localement et avec des investissements qui font sens. Donc ça, c'est important à rappeler aujourd'hui. Le seul petit point, même si on est en retard, c'est de rappeler aussi qu'il y a les entreprises en difficulté. C'est vrai qu'on a pu échanger sur un dossier, par exemple, avec Xavier. Il y a des entreprises qui n'ont pas de financement aujourd'hui, qui ne peuvent pas avoir de financement traditionnel. Les banquiers ne peuvent pas intervenir.
Et c'est là où d'autres acteurs peuvent intervenir. Alors je parlais des plateformes participatives, l'épargne solidaire, les business angels, les corporate ventures, mais surtout aussi des dispositifs publics. Là, cette crise a permis de montrer qu'il y avait des dispositifs publics, l'État, la préfecture, la BPI avaient aussi des solutions à apporter pour aider les entreprises à investir, à se transformer. Et donc ça, c'est important de rappeler qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de financement, mais elles ont aussi besoin d'écoute, de présenter leurs projets, de comprendre et de les accompagner sur le temps. Merci beaucoup, merci messieurs. Je pense que vous l'aurez compris, il y a effectivement plusieurs modes de financement qui sont à la disposition et que les entreprises peuvent utiliser pour pouvoir aller tous à la relance. Comme on dit, merci beaucoup. C'est maintenant votre pause déjeuner et n'oubliez pas, rendez-vous ici à 14h. Il y aura Luc Lallemand, président, directeur général SNCF Réseau, qui sera ici pendant une demi-heure accompagné de Xavier de Montride. Merci beaucoup. She can't say all the things you want to say, 'cause there is always